bienvenue sur le village économie circulaire d'Equipoto, au sein du pavillon 2.2. C'est le dernier jour aujourd'hui d'Equipoto, samedi 18 octobre. Et bienvenue à vous, cher public, qui êtes là pour nous pour cette conférence. Une conférence d'un sujet d'actualité et surtout d'avenir qui s'intitule « Les batteries pour véhicules électriques, quels enjeux pour la profession, pour la filière ?» Évidemment, comme on est sur le village économie circulaire, on va beaucoup parler des centres VHU, on va beaucoup parler du monde de la réparation aussi et de tous les enjeux de stockage, de sécurité et puis d'utilisation, effectivement, pour du stationnaire, pour du démontage, pour de la valorisation. Et on rappellera bien entendu le cadre réglementaire. Je vous présente nos intervenants de gauche à droite en regardant le plateau. Cédric Vauquier, vous êtes directeur général de Launch Pro. Bienvenue. À côté de vous, Catherine Wagner, vous êtes PDG de WDA Group. J'avais un doute sur la fonction. À côté de vous, Morgane Batteria, vous êtes chargée de métier VHU au sein de Mobiliance. Bienvenue à vous. Et enfin, Jérôme Engrand, vous êtes directeur de FMS Incendie. C'est marqué sur le vêtement. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Vous êtes un nouveau venu sur Equipoto. Vous avez un micro. Je vous demande juste de nous dire en 2 mots c'est la sécurité pour stocker une batterie ou pour intervenir sur une batterie. C'est votre rayon. Alors en 2 mots, pourquoi ? Eh bien, tout à fait. Effectivement, les centres VHU notamment ont de plus en plus de batteries et avec des problématiques qui arrivent, nous on propose des solutions pour les accompagner aussi bien sur le point réglementaire que sur le point opérationnel au niveau d'intervention. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, avec vous, Morgane Batteria, je vais commencer par ce qui pourrait sembler un peu rasoir, mais non, c'est fondamental. Tous les aspects réglementaires. Et vous, avec votre sourire, en plus, vous allez le rendre vivant. Donc ça, c'est génial. On va parler d'abord de la REP VHU, la responsabilité élargie du producteur. Les constructeurs se doivent assurer la fin de vie, y compris des batteries, des véhicules électriques. Oui, exactement. Alors, merci, bonjour à tous. Oui, je vais essayer de rendre ça le moins ennuyeux possible. Alors, la responsabilité élargie des producteurs, ça signifie que les metteurs en marché, donc les constructeurs, Stellantis, Renault, etc., sont responsables des véhicules qu'ils mettent sur le marché jusqu'à la fin de vie du véhicule. Et donc, ils doivent faire en sorte, financer la collecte et l'acheminement des véhicules vers les centres VHU qui, eux, ont toutes les connaissances et les capacités pour traiter ces véhicules, notamment les véhicules électriques. Alors, tout ça, ça existait déjà avant, mais il n'y avait pas cette REP. Alors, oui, ça a toujours fonctionné comme ça depuis plus de 40 ans. Ça a été un grand débat dans la profession, d'ailleurs. Exactement. Pourquoi changer ce qui marche déjà ? Parce que l'État français a pour modèle dominant les REP dans plein de domaines. Exactement, sauf que le véhicule, c'est pas un produit comme les autres, parce que une bouteille d'eau, quand on va la jeter à la poubelle, on sait pas qui a bu dedans, alors qu'un véhicule a un propriétaire, une immatriculation, et donc c'est un produit spécifique qui a été inclus dans les REP. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Voilà, chacun a son avis, mais le fait est que c'est comme ça. Et le législateur français était assez en avance puisque la loi AGEC date de 2020 et la REP est mise en place depuis 2024, alors que actuellement est en débat le règlement européen qui va mettre en place la REP VHU dans tous les pays de l'Union. La France est le premier à avoir mis en place une REP pour les véhicules hors d'usage. Exactement, donc la France a servi un peu de modèle. Voilà. Et donc, le constructeur est responsable, mais ça ne signifie pas qu'il est le propriétaire. Donc ça, on va le voir après avec Catherine. Mais effectivement, comme le centre VHU émet ce qu'on appelle la DAD, c'est déclaration d'achat pour destruction, le propriétaire est le centre VHU in fine. D'accord. Dès qu'un véhicule a été transmis par un assureur, à quel moment ce véhicule devient-il la propriété du centre VHU ? Alors, quand le véhicule arrive dans le centre VHU et que c'est ce qu'on appelle un véhicule assurance, c'est-à-dire qu'il appartient à l'assurance, il faut attendre que l'expert rende son compte rendu et pour que le véhicule soit déclaré irréparable. Et dans ce cas-là, le centre VHU devient ensuite le propriétaire. On va vous passer le micro, Catherine Wagner. Donc, WDA, c'est un centre VHU. Présentez-le nous en quelques mots. Oui, bonjour.
Ça doit marcher. Ça fonctionne pas. Il suffit de monter le son un petit peu pour Catherine. Voilà. Bonjour. Ça oui, va ça venir. fonctionne. Vous m'entendez tous? Allez-y, on va Ok, s'adapter. parfait. WDA, c'est un centre VHU situé en Moselle, près du Luxembourg, à une trentaine de kilomètres du Luxembourg. On traite des véhicules hors d'usage, tout type de véhicules, toutes marques, y compris des véhicules électriques et hybrides. Mhm. Donc en Moselle, on répète parce qu'effectivement, ça manquait de son. Combien de véhicules entrent chez vous chaque année? Environ 2000 véhicules par an. D'accord. On parlait des véhicules assurance, il y en a d'autres? Il y a tout type de véhicules, tous les véhicules en fin de vie. Ça peut être du particulier, un véhicule qui émane d'un garagiste, d'un concessionnaire, d'une fourrière, de saisie judiciaire, des véhicules accidentés en fin de vie. Oui. Avez-vous une statistique ou un chiffre approchant sur le nombre de véhicules électrifiés qui rentrent aujourd'hui chez vous sur la totalité? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on en a toujours traité, puisque les véhicules électriques ou les hybrides existent quand même depuis un certain nombre d'années. Ou avec la tête. Ce n'est pas récent. En fait, le centre VHU est habilité et forme ses collaborateurs aux formations B2XL et B2VL qui permettent de traiter les véhicules électriques. Et B2TL peut-être aussi. Et B2TL pour intervenir vraiment sur la batterie. Les véhicules électriques, en fait, l'entrée des véhicules électriques est en croissance puisque la réparabilité est complexe. Donc, en fait, un sinistre identique sur un thermique et un électrique, on se rend compte qu'on a plus de véhicules électriques qui sont déclassés. Et donc, à nous, centre VHU, nous adapter finalement au stockage, aux zones de sécurité, à s'équiper de ce qu'il est nécessaire justement pour maîtriser le risque d'emballement thermique et aussi s'équiper pour tout ce qui est diagnostic. Donc là, ça va être mes collègues pour justement s'axer sur la réparabilité de la batterie. Cédric Vauquier, chez Launch Pro. Donc voilà, Catherine vient de vous passer la parole en quelque sorte. On a besoin de l'outil de diagnostic à tout moment et notamment pour identifier l'état d'une batterie lorsqu'un VHU est dans un centre, lorsqu'un VHU électrique entre dans un centre. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Donc, le diagnostic va servir à diagnostiquer l'état de santé de la batterie et des composants, généralement. L'idée de les diagnostiquer, c'est de, oui, connaître leur état de santé pour leur donner une issue, une voie secondaire. Et la voie secondaire, ça peut être le recyclage, mais la voie qui décarbone le plus, c'est le réemploi. Donc, en fait, derrière, on va pouvoir aller au plus loin. Et là, il y a bien des choses à dire et bien des équipements qui permettent aussi de déposer et de rénover les packs batteries pour au-delà de les tester, les revaloriser à leur meilleure performance dans le circuit et faire la meilleure économie circulaire possible. Donc l'outil de diagnostic, par exemple celui de Launch Pro ou ceux de Launch Pro, c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour un centre VHU avec l'arrivée des véhicules électriques. Il faut absolument en avoir un et qu'il soit capable. Alors, est-ce que toutes les infos sont dedans? Est-ce que les constructeurs les transmettent de manière systématique ou pas? Alors, en général, pour le diagnostic, effectivement, c'est indispensable. Et oui, nous avons la majorité, quasi la totalité des protocoles d'accès. D'accord, quasi la totalité. Pour la partie diagnostic. Déjà, bonne nouvelle. Voilà. Après, pour la réparation, c'est tout autre chose, la valorisation, etc. Et là, en fait, on va développer des équipements qui n'existaient pas auparavant, qui donnent la possibilité à un centre de poser le pack batterie, par exemple, de le diagnostiquer indépendamment du véhicule. Donc on dit ça off-board, on peut faire un diagnostic de batterie off-board et on peut faire des interventions sur le pack avec des équipements dédiés et qui vont permettre de le rénover, de le certifier aussi pour pouvoir le remettre à la revente avec une réelle garantie de l'état de santé. Morgane Batteria, puis après on parlera de sécurité, à moins que vous ayez tout de suite quelque chose à dire, Jérôme Mangrand. Effectivement, le réemploi, il se fait aussi, pas forcément dans le monde de l'automobile. On sait qu'aujourd'hui, on est capable de récupérer des packs batteries pour mettre dans des containers pour faire du stockage d'énergie. Absolument. Et on y viendra juste après. Morgane, dans les réglementations importantes, on a parlé donc de la REP VHU. Il y a les ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement. Tout centre VHU se doit d'être ICPE. Rappelez-nous et dites-nous quel est le rapport avec les batteries, justement. Alors, exactement. Donc, tous les centres VHU sont des ICPE, rubrique 2712-1, exactement. Merci. Et donc, les centres VHU doivent de ce fait respecter un certain nombre de règles pour la protection de l'environnement.
Et en matière de véhicules électriques, ce sont des infrastructures adaptées, donc avec des murs coupe-feu dans certains cas, des zones de quarantaine pour pouvoir mettre les véhicules accidentés et qui risquent de prendre feu de côté pour éviter les suraccidents. À partir de 2026, il y aura également des nouvelles règles ICPE, donc des zones d'immersion pour pouvoir plonger les véhicules suspectés d'un départ d'incendie. On voit que c'est pas toujours la solution en pratique parce que certaines batteries explosent au contact de l'eau. Donc on a eu des échanges avec la DGPR sur ces sujets. Voilà, tout un tas de réglementations qui viennent s'accumuler et qui sont assez contraignantes pour les centres VHU, mais qui permettent de traiter les véhicules électriques en toute sécurité. Catherine Wagner, réglementation qui s'empile, 2026, grosse échéance. Oui, grosse échéance. Alors effectivement, il va falloir créer ces zones avec des Lego blocs qui sont les murs coupe-feu, avec différentes... Ça s'appelle comment, pardon? Ce sont des Lego blocs. Des Lego blocs? Voilà. Ah, j'adore. Qui permettent de faire des zones de quarantaine. C'est des gros Lego. Merci, c'est bien. Voilà. Qui permettent de faire les zones de quarantaine. Alors effectivement, si le véhicule est gravement accidenté, on va à son arrivée dans le centre le vérifier. On a des caméras thermiques qui permettent de vérifier la stabilité de la batterie et l'isoler en cas de besoin. Donc ce diagnostic, il est fait dès l'entrée au centre. La zone de quarantaine, elle va permettre de stabiliser le temps que le véhicule arrive et voir finalement comment il évolue dans le temps. Il est contrôlé régulièrement. Donc effectivement, ça nécessite des investissements particuliers. On va s'équiper de bâches coupe-feu, qui parmi les fournisseurs comme FMS, pour maîtriser en cas de départ de feu. Là, il est important que les collaborateurs soient formés aussi pour déployer une bâche. On ne peut pas déployer facilement une bâche. Ça pèse très lourd. Oui. 28 kilos. Oui, quand même. Donc effectivement, enfin... En Voilà. général, on a des solides gaillards dans les centres VHU. Il vaut mieux. Quand même, hein. En effet. Et donc, ces zones, en fait, ce qui est important, c'est de tracer le chemin du véhicule quand il arrive. Et puis après, dans sa phase de démantèlement, d'être équipé. Donc, comme on le disait tout à l'heure, des systèmes de diagnostic, mais également des systèmes de décharge pour, quand la batterie ne va pas être réemployable, parce qu'elle va être endommagée, même elle-même, on va pouvoir décharger complètement, la mettre en sécurité pour ensuite l'envoyer en tant que déchet vers la filière. Et là, c'est la REP batterie qui prendra le relais. Et Morgane, que devient ensuite, quand on dit la REP batterie, que disent les textes lorsque la batterie n'est plus réemployable? Quel est le circuit qu'elle doit suivre, réglementairement ou légalement? Alors, juste si je puis me permettre, je reviens sur les ICPE. Oui, bien sûr. Il y a une nouvelle rubrique qui est en cours de construction actuellement au gouvernement. Ça sera une rubrique spécifique aux batteries. Donc, il va rajouter des obligations, notamment pour les centres VHU. Voilà. Et par rapport à... On va réussir, parce que ça fait déjà au moins une semaine qu'on a un Premier ministre. Donc, c'est pas mal. Le projet de budget a été présenté. Ouf. Bon, c'était en passant. Oui. Et pour ce qui est de la REP batterie, donc c'est le même système que pour les VHU, sauf que c'est pour les batteries. Donc les metteurs en marché sont responsables donc, de la batterie jusqu'à sa fin de vie. Et les centres VHU peuvent eux-mêmes être qualifiés de producteurs de batteries. Alors attendez, excusez-moi, parce que là, c'est moi qui aurais dû vous poser la question. Il y a aussi une REP batterie. Oui. Alors, racontez-nous, parce que vous n'en avez pas parlé, je crois, dans le détail. Non, c'est ça. Oui, effectivement, il y a aussi une REP batterie, donc c'est un règlement européen. Alors là, c'est la folie du gouvernement. Ah non, c'est européen. C'est un règlement européen à la base. D'accord. Donc de 2023, qui est entré en droit français, là, en 2025. D'accord. Et donc, c'est le même système que pour les VHU. Alors attendez, parce qu'un constructeur, il est à la fois obligé de respecter une REP VHU et maintenant une REP batterie. Exactement. Il est dédoublé. Oui. Fichtre. Oui. Quel est l'intérêt de cette chose? C'est pour faire en sorte que les batteries soient acheminées vers les bonnes filières, donc vers les VHU, les centres VHU ou vers les remanufacturiers, vers les réparateurs, pour qu'elles soient reconditionnées, réparées, réemployées. Oui. Mais de votre avis de juriste, quel est l'intérêt d'avoir fait aussi une REP pour les batteries? Difficile à répondre. Vous avez le droit de ne pas savoir, mais c'est une question quand même qui peut se poser. Alors, j'ai un début de réponse. Je pense qu'il y avait déjà une REP pour les ampoules et pour les piles, pour tous les piles et accumulateurs, et qu'en fait, on a ajouté ce modèle, on a ajouté la batterie dans ce modèle, probablement.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça. et que comme c'est un élément qui est potentiellement très polluant, le législateur a voulu créer un cadre spécifique aux batteries, mais c'est vrai que ça rajoute encore une fois des couches réglementaires. Il faut trouver des cohérences d'ensemble, c'est ça qui n'est pas évident quand on est sur un millefeuille réglementaire comme ça. Là, on frôle un peu l'indigestion, honnêtement. C'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est ce que j'ai suggéré, en effet. Cela dit, donc, il y a, puisqu'on en vient à décliner, vous voyez, on essaie de faire de la pédagogie sur des sujets qui sont compliqués. À l'intérieur d'une REP, on a soit la possibilité de faire un système individuel. Donc, par exemple, Renault a choisi également de faire sa propre REP, son système individuel batterie. Et on a aussi les éco-organismes. Et donc, on a par exemple Recycler mon véhicule qui s'est porté candidat, qui est l'éco-organisme de, je sais pas, 20 ou 22 importateurs, quelque chose comme ça. Dans les VHU, non, pour les VHU. Plutôt une cinquantaine même. Une cinquantaine. Bon, alors, j'étais en retard sur l'information. Ils ont décidé aussi d'être éco-organismes batterie. Exactement. Et puis, il y a des éco-organismes également qui sont indépendants des constructeurs, enfin, qui sont, comment dire, par exemple, Battery Box. C'est un éco-organisme spécifique sur les accumulateurs et qui ajoute les batteries. Exactement, voilà. Oui. Catherine Wagner, vous allez travailler avec ces éco-organismes-là. Oui, C'est on déjà est déjà agréé. Oui, on travaille avec l'éco-organisme Recycler mon véhicule qui nous permet de traiter tout type de véhicule. Ça marche bien ? Ça fonctionne très bien. Bon, alors déjà, on peut se dire que malgré tout, ça fonctionne, malgré la complexité intellectuelle. Oui. Est-ce que Battery Box a commencé? Je crois que c'est tout récent, Battery Box. Alors, en ce qui concerne les batteries, c'est vrai que c'est en train de se mettre en place. La coordination entre les différents éco-organismes, pour le moment, ça débute. Nous, ce qu'on espère, c'est que lorsqu'on va appeler ces éco-organismes pour collecter les batteries qui seront sous forme de déchets, ça va un peu fonctionner de la même manière que pour les pneus et que tout ça va se mettre en ordre dans l'année qui va venir. Morgane, je vous demande simplement d'être très pédagogique sur qu'est-ce que c'est qu'un éco-organisme? C'est un intermédiaire, j'en dis pas plus. Alors oui, c'est quand les producteurs décident de se rassembler et donc de mutualiser les coûts de collecte et d'acheminement donc du produit vers les bonnes filières, donc soit vers la réparation, soit vers le recyclage. Et donc dans un éco-organisme, les producteurs vont payer une éco-contribution et c'est l'éco-organisme qui va gérer tout ça, alors que dans les systèmes individuels, le producteur est seul et c'est lui qui va financer la collecte, etc. Donc on a un éco-organisme, il mutualise un financement et ensuite, quelle est sa responsabilité en aval? C'est de tracer le produit en passant par les centres VHU, notamment. Oui, c'est ça. C'est sa responsabilité, c'est de faire en sorte que le produit soit collecté déjà et ensuite acheminé vers la bonne filière réparation, recyclage. Vous voyez, c'est important de parler de tout ce qui se passe en amont pour comprendre comment une filière s'organise précisément en aval. Mais bon... on ne va pas y passer la journée. Maintenant, on va redescendre dans le concret. Jérôme Engrand, la question de la sécurité dans un centre VHU, elle est fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que dit le bon sens, qu'est-ce que dit la réglementation et qu'est-ce que vous proposez? Effectivement, du bon sens, il en faut. Ils s'adaptent facilement, les centres VHU, ils ont déjà des solutions. Vous parlez des blocs béton, évidemment, ça permet de limiter l'impact d'un feu. Des solutions d'immersion qui arrivent, on les propose depuis plusieurs années. On travaille beaucoup avec le monde du dépannage, qui est l'avant VHU, qui est aussi confronté à ces problématiques. Et puis, le bon sens aussi, c'est d'avoir des partenaires, les sapeurs-pompiers qui sont autour. Alors, je vais parler pour moi, parce que dans notre société de 15 personnes, on est 10 sapeurs-pompiers en activité. Non. Si. Et c'est important d'avoir ces liens aussi. La réglementation ICPE impose les plans d'intervention, la formation du personnel, et d'avoir un lien avec les pompiers pour qu'ils puissent, s'ils doivent intervenir, pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Vous l'aviez déjà avant parce qu'on demande un peu de voiture pour des fois faire un peu de découpe et autres. Et l'électrique, les pompiers ne sont pas encore hyper formés dessus en fait. Donc je pense que c'est ça les bonnes solutions. Et puis évidemment de s'équiper et de faire appel aux professionnels du secteur. Quand on est dans le centre VHU, qu'est-ce qu'on doit avoir en termes de sécurité?
Alors, la partie réglementaire... Catherine Wagner a commencé à en parler. Hein, Ouais, voilà. la partie réglementaire, ce sont les zones d'immersion qui arrivent, mais au moins de pouvoir intervenir, et vous l'avez dit, avec des couvertures anti-feu pour limiter l'impact du feu, en attendant les sapeurs-pompiers, c'est une première réponse avec un coût assez modéré, mais qui a un vrai impact en fait sur la suite. On n'éteindra pas le feu comme ça. En revanche, on évitera sa propagation très rapide. C'est ça, les couvertures, que ce soit destinées aux véhicules ou aux batteries, parce qu'on a différentes couvertures en fonction de l'intervention, elles sont là pour isoler le feu. C'est-à-dire que le feu va couver en dessous. Évidemment, la couverture ne va pas éteindre un emballement thermique. Ce qui éteint un emballement thermique, c'est de refroidir au cœur des cellules. Ça, et il va en limiter l'impact. On va limiter l'impact, des fumées, des gaz chauds, et surtout des flammes. En attendant les sapeurs-pompiers, si on peut sauver 30-40 véhicules avec une couverture, on a réussi le boulot, quoi. Catherine Wagner, en termes d'équipement de protection de pays, parce qu'on ne va pas mettre une couverture anti-feu en short et en tongs. Non, alors là, c'est la réglementation du travail qui s'impose à nos Il n'y a collaborateurs. pas de réglementation spécifique outre que celle-là. Non, il va falloir veiller à leur sécurité, ça comme dans toutes les entreprises. Bien sûr, il faut avoir son DUERP, donc document unique, qui soit à jour pour pouvoir anticiper tous ces besoins et tous ces risques. Les couvertures, c'est à minima, effectivement, essayer de limiter la propagation. Nous, on travaille également avec les sapeurs-pompiers, on fait beaucoup de manœuvres et ce qui est préconisé, ce sont des zones finalement de feu où on va pouvoir isoler le véhicule et puis éventuellement le laisser brûler puisque ça va dépendre un peu de la technologie de la batterie. Certaines ne sont pas faites pour être immergées. Donc, il faut anticiper et puis travailler finalement tous ensemble pour éviter le risque au maximum. Et l'année prochaine, vous aurez donc l'obligation d'avoir des zones d'immersion. Alors, c'est en discussion effectivement dans les textes avec la DGPR, mais rien n'est finalisé, puisqu'il y a des avis qui divergent sur le fait d'immerger. Technologie de batterie. Comme je dis toujours, je ne me vois pas envoyer un de mes collaborateurs avec un véhicule en feu sur un chariot élévateur pour l'immerger. Dans une piscine. Ça serait le mettre en danger. C'est très étonnant tout ça. Ça reste très dangereux. Ouais, si je peux, effectivement, les zones d'immersion, elles sont là, mais je pense que quand le véhicule est en feu, c'est trop tard. Je pense qu'on doit pouvoir mettre en quarantaine dans des box qui, eux, seraient étanches pour pouvoir éventuellement faire une immersion. C'est comme ça que travaille beaucoup le monde du dépannage. Quand ils nous prennent chez nous ce qu'on appelle les cellules d'intervention pour véhicules électriques, ils vont stocker le véhicule d'abord dedans, et s'il y a un emballement thermique, et bien là, ils vont mettre de l'eau, en fait. Et pas l'inverse. L'immerger en amont, avant l'incendie, déjà, c'est contre-productif. Ça sert à rien. Ça sert à rien et c'est même plus dangereux. Il faut immerger que si on a un feu. Et effectivement, si la technologie de la batterie le permet, il y a une technologie qui n'aime pas l'eau, c'est les LMP, les batteries LMP. Et pour le mémotechnique, c'est LM pas l'eau. Très bon, voilà. J'adore. Mais comme un exemple de véhicule en technologie LMP. Les Blue Car, Bolloré. Oh, décidément, celles-là, elles nous auront tout fait. Cédric Vauquier. Oui, alors déjà... bon, Bolloré, hein, on le retient celui-là. Non, je plaisante. Alors, en tant que journaliste. Petite parenthèse hors sujet, mais j'en profite pour saluer la profession et le recyclage parce que je suis fils de recycleur automobile, je suis né dedans, donc je sais comment ça se passe. Hein, un casseur auto, hein, on appelle ça. Aujourd'hui, vous voyez, on est en pleine technicité, bureaucratie, sécurité. Ça n'existe plus le terme casseur auto. Oui, mais bon, des fois on le gardait parce que les clients, ils aimaient bien qu'il y ait marqué casse auto. Donc aussi, quand on marquait centre VHU, ils venaient plus parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. C'était il y a que 10 ans. Voilà, c'est vrai. Donc, en fait, parce qu'on leur parle toujours de réglementation, de sécurité, on leur dit toujours ce qu'ils vont dépenser pour pouvoir continuer, mais on leur dit jamais ce qu'ils vont pouvoir gagner. C'est à eux de créer, d'inventer et de valoriser en partant d'une page blanche. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que ça demande vraiment de la vocation et de l'énergie au quotidien. Voilà. Et un peu de trésorerie aussi pour pouvoir assumer ces ambitions. Donc, et vous savez ce que c'est, puisque vous êtes d'une famille d'exploitants de centre VHU. De centre VHU, hein, voilà. Mais bon, disons-le en passant. Voilà. Et donc pour la batterie, pour revenir maintenant sur le sujet, effectivement, en fait, quand il y a un emballement thermique de batterie, il y a un processus qui fait que on va s'en rendre compte, on va commencer à avoir des dysfonctionnements. Et le pack batterie, en fait, donc c'est un bloc, il est régulé en termes de pression et il y a une sorte d'échappement en fait de chaque côté, comme si on avait deux échappements. Et en fait, quand il va y avoir un emballement thermique, on va commencer à avoir des flammes sortir de ces emplacements-là. Il ne va pas exploser d'un coup. Par contre, quand on en arrive là,
Après, ça va vraiment s'accélérer, ça va être d'une dimension extrêmement impressionnante. C'est pour ça qu'effectivement, quand on est dans ces phases-là, c'est pas trop le moment de s'en approcher. Autant pour l'utilisateur, quand il est dans la voiture, s'il avait un emballement thermique, dans les cas différents scénarios, il a le temps de s'en rendre compte et de sortir, mais il faut que la voiture soit faite pour qu'il puisse sortir facilement, d'où les poignées mécaniques et non pas des poignées électroniques, etc. Ça, c'était un sujet qui a fortement concerné Tesla notamment. Et puis par contre, derrière, oui, dans la partie sécuritaire, ce qui est bien en France, c'est qu'on a un pays qui se soucie énormément de la sécurité avant que les accidents arrivent. C'est pas le cas partout dans le monde, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut faire attention. On ne peut pas aborder n'importe quelle technologie et pour la sécurité dire faut qu'on l'immerge, faut qu'on étudie tous les scénarios pour pas que ce soit pire. Je suis tout à fait d'accord. La formation déjà, évidemment. Chez FMS Incendie, on a mis en place un triptyque pour intervenir sur les feux de batterie lithium. En global, c'est isoler, refroidir, immerger. Et en fonction de ce que je suis capable de faire avec mes moyens, avec mon personnel, mes équipements, avec mes moyens financiers, et la technologie, je vais soit isoler mon feu, soit le refroidir, soit l'immerger, mais ça sera une réflexion en fait. C'est pas comme un feu de palette où tout simplement je prends un extincteur, je prends un jet d'eau et j'interviens et j'ai aucun souci. Là, il y a une réflexion à avoir et une bonne connaissance. Catherine Wagner, la formation, est-ce qu'elle est aujourd'hui au niveau dans votre région à vous? Est-ce que vous avez réussi à trouver le bon matériau de formation pour... Alors aujourd'hui, il y a des partenaires qui encadrent cela. Et effectivement, on a aussi notre OPCO, l'OPCO Mobilité, qui peut nous accompagner dans la prise en charge des formations. Il y a aussi la branche Mobiliance qui a élaboré un guide. Morgane pourra vous en parler sur le traitement des véhicules électriques et hybrides. Tout ça, c'est pour accompagner la profession. Donc, il ne faut pas rester seul. Je crois surtout, il faut échanger entre nous, entre professionnels, pour pouvoir s'adapter à toutes les situations et puis à tous les véhicules, parce qu'effectivement, il existe toute typologie de technologie. On voit arriver, on peut avoir un accidenté de 2024 et il va falloir apprendre à le connaître. C'est ça, tout le collectif. Bien sûr. Oui, un véhicule accidenté, ça peut être un véhicule qui sort de la concession, donc avec la toute dernière technologie. Oui. Morgane Batteria, justement, donc Mobiliance a édité un guide. Dites-nous quelques mots sur ce guide. Oui, exactement. Donc en 2024, Mobiliance a édité un guide sur les bases d'un rapport Ineris. Donc sur la sécurité, la santé au travail et la protection de l'environnement. Et donc ce guide anticipait un peu la réglementation ICPE, notamment avec le fait de mettre les véhicules en quarantaine, l'immersion dans les cas où c'est pertinent, la possibilité d'éteindre le feu avec des extincteurs, avec les RIA, avec du sable. Les couvertures coupe-feu, etc. Donc toutes les solutions en attendant les pompiers, évidemment. Et actuellement, Mobiliance travaille avec l'INRS sur un nouveau guide parce qu'on ne finit pas d'en apprendre sur les batteries électriques et il y a des mises à jour à faire au vu du retour d'expérience terrain. Vous êtes personnellement concerné dans la rédaction de ce guide, j'imagine ? Oui, exactement, avec Patrick Poincelet, donc le président des recycleurs, et d'autres élus de chez Mobiliance Centre VHU. On travaille sur ce guide qui devrait sortir en 2026. Et Patrick Poincelet, que l'on salue, bien évidemment. Cédric Vauquier, du côté des fabricants d'équipements de diagnostic, on entend parler de mécanismes, enfin, c'est pas des mécanismes, c'est d'innovations qui permettraient de prévoir l'emballement thermique, c'est-à-dire de pouvoir juger de l'état d'une batterie avant qu'elle s'emballe. Avez-vous des informations sur ce sujet ou pas ? Vous avez le droit de dire non. Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser quand on est fabricant d'outils de diagnostic ? Alors, c'est une question qu'on doit se poser quand on est fabricant de BMS, de Battery Management System. Oui. Donc là, ça concerne en fait l'équipementier qui va fournir le constructeur en relation avec le cahier des charges du constructeur. Donc ça évolue déjà en interne. L'outil de diagnostic va évidemment, lui, être capable de consulter,
mais il va demander cette démarche de consultation. C'est la même problématique qu'avec les pneumatiques aujourd'hui. Sur un véhicule électrique, comme on n'a plus de vidange, on n'a plus de contrôle systématique du pneu. Et donc, en fait, souvent, on s'aperçoit que les pneus sont lisses parce qu'on n'a pas eu de passage à l'atelier. Et puis, donc, on se retrouve sur un manque aujourd'hui de contrôle du pneumatique pour les véhicules électriques. Et donc, on va mettre en place une politique de demain où on va recommander des passages en atelier, des contrôles réguliers, tous les 15 000 km, par exemple, juste pour faire un scan de pneumatique et une étude. Et ben pour le BMS, pour la batterie, ça sera pareil. Parce que les gens qui auront moins de moyens, même s'ils voient que leur voiture, elle faiblit en termes de capacité, ben, par peur du coût, aujourd'hui, ils vont peut-être pas forcément aller faire checker leur véhicule, faire de réparations. Bon, bah demain, dans tous les cas, peut-être pour un aspect sécuritaire, on peut envisager de prévoir un contrôle, par exemple au contrôle technique, un contrôle d'état de santé, le fameux SOH, qui permettrait déjà de définir qu'en dessous de tel seuil, il faut peut-être que le véhicule passe une vérification technique supplémentaire. Oui, je faisais référence plutôt aux fabricants de matériel d'atelier, d'équipement d'atelier. Sur Equipauto, sur cette édition-là, je crois que c'est Maha qui a lancé ce qu'on appelle le battery check, qui est un dispositif qui permet justement de prendre la température d'une batterie. C'est vraiment au sens premier du terme. Vous êtes peut-être au courant, Jérôme Engrand ? Alors, on a des partenaires qui travaillent aussi sur cette partie où on pourrait, parce que ça intéresse les VHU, mais je peux vous dire que ça intéresse aussi beaucoup les pompiers. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en cas de choc, c'est là où la batterie elle peut s'emballer. Et sur un accident de la route, nous, pompiers, ce qui nous inquiète, c'est est-ce que la batterie va partir et à quel moment ? Parce qu'à ce moment-là, comme vous l'avez dit, une fois qu'elle part, soit c'est une cinétique lente et j'ai le temps de sortir la victime dans de bonnes conditions, soit je suis sur une cinétique très rapide et je dois extraire la victime très rapidement. Et d'avoir ces outils-là intéresse beaucoup. Et effectivement, on a quelques partenaires qui travaillent sur comment envisager la température et avoir ces informations qui reviennent. On présente aussi, nous, un produit qui va dans ce sens. Très bien. Alors, on a envisagé le pire. Hein, d'accord, on était en train depuis un quart d'heure là de parler des risques, effectivement, et de ce que l'on fait en cas de risque. Et on termine d'ailleurs là-dessus parce que vous avez présenté une innovation sur Equipauto. Alors, dites-nous en quelques mots parce que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est un robot qui permet de déplacer les voitures. Pourquoi ? Parce que un véhicule électrique, quand il brûle ou quand il a brûlé, c'est des freins électriques. Et on ne peut pas les sortir. Il y a des retours d'expérience, nous, je l'ai vécu personnellement sur une intervention. Le véhicule, c'était un véhicule hybride qui a brûlé dans le garage, un garage en sous-sol, et il nous a été impossible de le sortir. Il a fallu appeler l'agriculteur du village pour l'extraire, en fait. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on va retrouver dans les parkings souterrains, qu'on va retrouver dans les centres VHU, partout. Une fois que le véhicule, il est collé. Donc, ce robot, du bout des doigts, 3,5 tonnes, on le lève, on peut sortir tout ce qu'on veut, de où on veut. Et ça va concerner aussi bien les services de secours que le monde de l'automobile. Oui, Cédric ? Petite parenthèse aussi, pour la sécurité et l'intervention, en fait, les pompiers ont besoin de savoir comment accéder au pack batterie en toute sécurité. Et là-dessus, on peut se féliciter. On a le groupe Renault qui, on parlait de formation, par exemple, tout le monde ne le sait pas, mais le groupe Renault a breveté une technologie d'accès au pack batterie pour pouvoir le refroidir en toute sécurité. Et ça, en fait, c'est un brevet qu'il a mis à une disposition publique. C'est la trappe ? C'est la Fireman Access. Access. Effectivement, elle se situe plutôt au niveau du passager arrière. C'est une trappe quand le véhicule brûle totalement, qui va nous permettre d'injecter de l'eau effectivement directement dans le pack batterie, puisqu'on sait que si on refroidit les cellules, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un brevet qui a été laissé et qui a été ouvert à tout le monde. Mais avant que tous les constructeurs puissent l'intégrer, puisque quand on construit une voiture, il y a beaucoup de choses, ça va être très long, mais en tout cas, c'est fait. C'est une avancée majeure, malgré tout. Merci. Je voudrais qu'on change complètement de thème, puisqu'on a un deuxième enjeu très fort, au-delà de la mise en sécurité, de savoir ce qu'on fait quand il y a un feu, etc., comment on organise un centre VHU, comment la profession doit-elle respecter l'ensemble des réglementations. On peut parler aussi du business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'une batterie rentre, on n'oublie pas que la batterie, elle a une valeur, et qu'elle représente même une valeur colossale sur le VHU. Catherine Wagner, la batterie, elle peut être en perte totale, elle peut être inexploitable, ou elle peut être faite pour le réemploi. Expliquez-nous comment vous
estimez cela et quelles sont les différentes sources de business? Alors aujourd'hui, oui, effectivement, il va y avoir plusieurs cas. Prenons le cas du véhicule où la batterie est complètement endommagée, où tous les modules sont irrécupérables. Là, on va considérer que la batterie est en statut de déchet. Et donc, elle devra rentrer dans la filière REP batterie. Elle sera donc traitée par les éco-organismes dont on a parlé tout à l'heure, ou les systèmes individuels, qui viendront se charger de la collecte et du traitement, et voire de la valorisation de la black mass qui se trouve à l'intérieur de la batterie. En ce cas-là, est-ce que vous en tirez un profit quelconque? Alors, à ce stade, vu que ça n'a pas encore débuté, non, voire même des fois la collecte est payante. Oui. Ce qui devrait changer, puisque le producteur étant responsable du traitement de son déchet, la collecte devrait être gratuite. Voilà en quoi la REP est utile. C'est qu'elle définit qui doit payer quoi. Voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment, c'est inexploitable. Et donc, on considère que c'est un déchet. Sur la partie après valorisable, donc la batterie constituée de modules, il va falloir s'équiper d'outils de diagnostic, comme certains fournissent, pour pouvoir identifier si les modules sont récupérables, quelle partie est récupérable, voire réparable. Et donc, soit reconditionner la batterie, donc ça veut dire changer les modules et reconditionner la batterie pour un usage vers le véhicule ou un autre usage. Donc aujourd'hui, les champs sont ouverts et donc là, à tous les centres ou aux réparateurs ou aux manufacturiers de s'intéresser finalement à ce dossier puisque les volumes vont aller en croissance et donc il faut s'équiper et puis se former pour pouvoir faire ça demain. Mais effectivement, c'est pas un sujet qu'il faut abandonner. Oui, on va détailler. Jérôme Engrand. Oui, je le disais tout à l'heure parce que autant les experts vont avoir du mal à remettre des packs batteries en circulation sur des véhicules ou des modules qui sont tout à fait OK pour les mettre dans d'autres utilisations. Et je vous le disais, les conteneurs de stockage d'énergie, c'est vraiment, je pense, une grande source de réemploi puisque on prend beaucoup moins de risques à stocker des cellules dans un container. S'il y a une défaillance, c'est le container. Enfin, on saura le gérer. Mais en tout cas, il y aura peu d'enjeux humains. Et donc ça, aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus avec ce stockage. Et je dirais même avec quelques dérives où des particuliers montent des packs batteries. Vous regardez le Bon Coin, vous avez des packs batteries à vendre. C'est délirant. Et donc, ils les mettent chez eux. Ils mettent les panneaux solaires qu'ils achètent à Casto, Leroy Merlin. Tout ça, c'est stocké dedans. Et pas forcément dans de bonnes conditions, pas forcément avec un bon BMS, etc. Et qui va payer le prix? C'est quand les pompiers vont arriver, ils vont tomber sur un garage classique d'un particulier, d'un seul coup, ils vont voir une quantité d'énergie très forte sortir du feu, et sans savoir que y a un pack batterie dedans. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des professionnels. Il vaut mieux que ça reste dans les centres VHU. Tout à fait. Vous n'en vendez pas aux particuliers? Non, pas du tout. Non, mais c'était une plaisanterie en passant. Justement, dans le cadre du réemploi, du démontage, vous avez déjà commencé cette activité-là, le démontage pour le réemploi? Alors aujourd'hui, ce qui la branche s'est occupée, c'est de préparer. Il y a un CQP qui est en préparation en fait par la NFA. Sur le technicien démonteur de batteries de véhicules électriques et hybrides. Donc déjà, ce qui est important, c'est qu'on commence par la formation. Absolument. On va pouvoir du coup avoir des opérateurs qui sont formés à enlever le carter, à vérifier les modules, à changer les modules. Et ça, c'est primordial pour travailler en toute sécurité. Et une fois justement qu'on aura tout ce gisement, on pourra à ce moment-là s'attaquer à ce nouveau métier qui est le métier de la réparation de batteries. Alors, c'est un titre à finalité professionnelle, le CQP. C'est un CQP, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on ajoute... C'est ça, Morgane Batteria, je parle un peu sous votre contrôle. On ajoute une année de spécialisation à un diplôme qui peut être un CAP, un bac pro. On peut le faire aussi en formation continue. En fait, il est accessible à différents publics. D'accord, très bien. Pour aller plus loin, est-ce que vous avez déjà modélisé un business? Parce que j'ai compris que vous n'y êtes pas encore, hein. Mais est-ce que vous envisagez que votre profession a un vrai avenir dans le business des modules, dans la réparation peut-être éventuellement? Alors, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier et en fait, à chaque fois, on s'est adapté à tout ce qui est arrivé sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des remanufacturiers dans beaucoup de catégories de pièces qui sont extraites des VHU.
Donc, encore une fois, à nous d'extraire, de qualifier en fait la pièce. Hein. Ça existe déjà dans la pièce de carrosserie, ça existe dans la pièce électronique, et effectivement, ça existera demain dans la batterie, sans aucune difficulté. C'est notre métier historique, en fait. Et de votre côté, est-ce que ça vous... ça vous stresse parce que c'est quand même un autre volet du métier, ou est-ce que vous pensez y aller naturellement en fonction de l'évolution du parc? Alors, stressé, non, pas du tout, parce qu'on est pas l'air. Non, on est bien accompagné. Ouais. On est très bien accompagné par nos branches. C'est l'aspect remarquable de la branche, en fait, c'est de toujours s'adapter aux évolutions. On n'a jamais laissé tomber personne. Enfin, je m'associe presque, mais voilà. Oui, c'est exactement ça. En fait, la branche anticipe les besoins, s'entoure des bonnes personnes, des bons professionnels pour pouvoir anticiper, puis adapter. Et on est effectivement, voilà, toutes les équipes de Mobiliance, et j'en vois encore en face, sont là pour répondre à toutes les questions des adhérents. Et c'est important de les accompagner dans ce changement. Il ne faut pas paniquer devant cette technologie. Je vais vous libérer, Jérôme Engrand. Je vais demander à Émilie Repusseau de la FNA de nous rejoindre. Si, Émilie. C'est pas prévu, mais on aime bien les choses qui sont pas forcément prévues. Parce que on ne le sait pas beaucoup. Bonjour Émilie, installez-vous, je vous piège pas, hein, vous inquiétez pas. C'est pas un piège du tout. Mais bonjour Émilie. Donc la FNA, c'est la Fédération nationale de l'artisanat automobile, et au sein de vos groupes d'adhérents, vous avez la coordination VHU. Alors c'est donc un certain nombre de centres qui se sont associés. Expliquez-nous. Si on peut rebrancher le micro, est-ce que quelqu'un nous dit on continue. Alors, le micro sur le menton, eh ben, on n'a pas de son dans la salle. Alors, je vous passe mon micro. Merci. Bonjour à tous. Ah, pardon. OK. Ça y est, on a fait un jeu de chaise musicale. Donc, effectivement, la coordination est un syndicat représentatif des centres VHU depuis plusieurs décennies maintenant, et qui nous accompagne sur la défense de ce métier. Nous avons beaucoup d'adhérents centre VHU, effectivement, qui sont confrontés aux mêmes problématiques, la mise en place des REP, etc. Voilà, vous n'apprenez pas le sujet, bien entendu, vous le connaissez à la FNA, et au sein de la coordination, quelle est la problématique dominante aujourd'hui au sujet des batteries, au sujet des véhicules électriques? C'est exactement ce qui a été dit sur la réparabilité des batteries, sur le risque qui est appliqué à plusieurs métiers, mais effectivement dans les centres c'est du quotidien. Donc on essaie de voir, la formation est essentielle, c'est le premier niveau, voilà. Au niveau des équipements, rassurer, beaucoup accompagner. Parce qu'on a des cas en carrosserie, en dépannage, départ de feu, y compris dans des zones rurales, donc on n'a pas forcément la connaissance, donc on essaie d'accompagner. L'équipement aussi est onéreux, savoir faire le bon choix. Pouvoir aussi accompagner les consommateurs qui posent beaucoup de questions, que ce soit au niveau de la vente ou lorsqu'il y a eu un départ de feu, pour les rassurer eux-mêmes, pour avoir les bons réflexes. Donc voilà, c'est vraiment un travail de pédagogie qu'on fait tous. Et la formation, effectivement, est essentielle. Et la FNA est également membre de la branche, bien évidemment, et on travaille avec les différentes instances pour faire accompagner l'acquisition de nouvelles compétences, réfléchir sur l'évolution des métiers. Donc c'est un vrai enjeu, mais il faut être serein. Si on est bien accompagné, il n'y a pas de difficulté, effectivement. Et je précise que vous êtes, Émilie, responsable environnement au sein de la FNA, et pas seulement, mais oui. En tout cas, c'est votre grande spécialité. Voilà. Exactement. Catherine Wagner, la FNA représente aussi beaucoup l'artisanat automobile. Est-ce qu'en tant que centre VHU, vous avez des relations avec les réparateurs eux-mêmes à ce sujet? Est-ce que vous êtes une source d'information directement ou indirectement? Est-ce que vous avez des relations avec eux dans le cadre de la transmission des véhicules, par exemple, puisque c'est chez eux, normalement, qu'ils arrivent au départ? Vous parlez des garagistes, réparateurs qui réceptionnent les véhicules. Oui, c'est ça. Donc, ça va être essentiellement, dans notre cas, nous, les dépanneurs qui interviennent sur les surtout les dépanneurs, pardon, oui. qui vont intervenir sur les accidents routiers. Donc, effectivement, eux ont dans leurs obligations et dans leur cahier des charges, je pense que vous pourrez le dire, des certifications, la formation de leur personnel en B2 XL pour intervenir sur les dépannages. Donc, eux-mêmes sont formés. Sur les conditions de stockage, à leur niveau, j'imagine qu'ils sont contraints
peut-être aussi en termes de foncier pour adapter le stockage des véhicules accidentés. Et donc, il est je pense, un bon conseil qu'il puisse aussi s'adapter, mais ça va être peut-être un petit peu plus difficile sur les centres de dépannage. Je ne sais pas quel retour vous avez à votre niveau. Donc Émilie Repusseau, sur l'activité des dépanneurs, il y a également une branche dépannage au sein de la FNA. Oui, alors pour les dépanneurs, il y a notamment dans les zones très urbaines comme Paris, problématique de place qui se pose, puisque les parcs sont quand même assez chargés actuellement en dehors de la question de l'énergie. Donc ça va être un sujet majeur. Donc il va falloir faire des choix, puisqu'ils sont partenaires auprès des préfectures également. Donc c'est un service public, donc il faut assurer ce service. En zone rurale, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de place, mais c'est une problématique aussi de moyens financiers, puisque ce sont les entreprises de notre branche sont des entreprises de proximité à 95% de moins de 11 salariés. Donc il y a des problématiques de coûts. Il n'y a pas beaucoup d'aide non plus dans ces financements, donc c'est essentiel. Quand on pense que, heureusement qu'on a retiré les ZFE pour l'instant au moins, hein, parce qu'un camion de dépannage, il n'y avait pas de solution, quoi. C'est tous des véhicules diesel relativement, je ne dis pas anciens, mais avec des classifications euro compliquées pour rentrer dans les ZFE. Et il fallait en plus investir dans des camions électriques, quoi. C'était la foudre qui s'abattait sur eux. C'était une problématique, oui. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle que les ZFE, mais il faudra trouver une solution alternative, parce que la problématique existe toujours, mais quelque chose qui soit plus adapté, objectif. Aussi, par rapport au niveau d'émission du parc réel et non pas sur une date d'immatriculation du véhicule. On rappelle donc, pour un dépanneur, intervenir sur un véhicule électrique, c'est B2XL toujours. Toujours. On a les organismes de formation, donc c'est la formation la plus vendue actuellement, quelle que soit la typologie du métier. Mais pour les dépanneurs, c'est une urgence, il faut vraiment avoir cette formation. Donc c'est des formations assez courtes, très pratiques, donc qui permettent d'être tout de suite opérationnels dans la prise en charge. On rappelle que c'est une habilitation, d'accord, mais bien, je pense que tout le monde sait ça, et que B2XL, c'est pas